La farce de ma femme et de son frère m'a laissé paralyser, mes beaux-parents m'ont traité de dramatique, les résultats de l'IRM ont fait. Marche un peu. Arrête de faire le bébé, a crié ma femme alors que je gisais immobile sur le sol. Le frère de ma femme souriait en coin pendant que sa sœur m'accusait de gâcher son anniversaire. Mais quand l'ambulancière a vu que je ne pouvais pas bouger mes jambes, elle a immédiatement appelé des renforts de police. L'IRM allait révéler. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que vous savez immédiatement que vous n'y avez pas votre place? C'est exactement ce que j'ai ressenti en me tenant sur la terrasse de la piscine de Marissa, regardant les gouttelettes de pluie encore accrochées aux meubles d'extérieur de luxe comme si elles avaient peur de lâcher prise. Diable, je ne les blâmais pas. J'avais peur de lâcher prise aussi, mais pas d'une chaise de patio hors de prix. J'avais peur de ce que représentait toute cette fichue fête. Le béton sous mes bottes de travail était glissant, et je n'arrêtais pas de me traîner vers le bord de la piscine, essayant de me fondre dans le décor comme je le faisais toujours à ces réunions de famille. Mes bottes à embout d'acier semblaient complètement déplacées parmi toutes les sandales de créateurs et les chaussures bateau éparpillées sur la terrasse. Tous les autres avaient l'air de sortir d'un catalogue de country club. Et moi, j'étais là, dans mon pantalon kaki froissé et mon polo d'entreprise, sentant encore l'entrepôt de mon double quart de ce matin. Tracy était de l'autre côté de la cour. Et bon sang, si elle n'avait pas l'air d'être dans son élément avec les siens. Elle avait ce rire, vous savez, celui où elle rejette la tête en arrière et exhibe ses dents blanches parfaites que son père a payées. Elle tenait un cocktail sophistiqué qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une journée, debout à côté de son frère Brent et de sa sœur Marissa comme s'ils posaient pour un magazine. Les enfants en or, tous les trois avec leur vie parfaite et leurs problèmes parfaits. J'aurais dû rester à la maison. J'aurais dû dire à Tracy que j'étais trop fatigué, trop occupé, trop n'importe quoi. Mais on ne dit pas non aux Henderson quand ils organisent une fête. Pas si on est marié à l'une d'entre eux, en tout cas. Pas si on veut garder la paix dans sa propre maison. La fête battait son plein autour de moi. Des enfants éclaboussaient dans la piscine. Des adultes réseautaient autour de vin et de fromage au nom que je ne pouvais pas prononcer. Je reconnaissais la plupart des visages des précédentes réunions de famille. Mais la reconnaissance n'équivaut pas à l'appartenance. Ces gens savaient exactement ce que j'étais, le mari ouvrier de Tracy qui ne correspondait pas tout à fait à leur moule, le gars qui réparait des choses et déplaçait des boîtes pendant qu'il déplaçait de l'argent et concluait des marchés. Je m'occupais de mes affaires. Vraiment, j'étais juste là, à regarder l'eau onduler dans la piscine, pensant au nombre d'heures supplémentaires que je devrais faire pour payer la facture d'électricité ce mois-ci, quand je l'ai vu arriver. Brent, avec cette démarche arrogante qui criait privilège et droit à 50 mètres de distance. Il avait ce regard dans les yeux, le même qu'il avait depuis le jour où j'ai épousé sa sœur. Ce regard qui disait qu'il allait s'amuser un peu, et que j'allais être le divertissement. Everett, sa voix a transpercé le brouhaha de la fête comme un couteau dans le beurre. Voilà mon beau-frère préféré. Préféré et unique. Mais qui compte? J'ai forcé un sourire et lui ai fait un signe de tête. Salut, Brent. Sacrée fête. Tu sais ce qu'il manque à cette fête? Il souriait maintenant. Ce sourire de requin qui me retournait l'estomac. Un peu d'excitation. Un peu de vrai amusement. Je sentais déjà les regards sur nous. Les autres invités, sentant que quelque chose allait se passer, se tournaient pour regarder comme si nous étions le clou du spectacle. C'était toujours comme ça avec Brent. Il avait besoin d'un public pour ses jeux, besoin de témoins de sa domination. Et j'étais toujours sa cible préférée. Allez, Everett, a-t-il crié assez fort pour que tout le monde l'entende. Montrons à ces gens un peu de vrai amusement. J'ai fait un pas en arrière, mes bottes raclant contre le béton mouillé. Je suis bien, mec. Vraiment, je profite juste de la fête. Mais Brent n'acceptait pas un non comme réponse. Il ne l'a jamais fait. C'est alors que j'ai senti sa main se refermer sur mon bras. Pas amicale, pas joueuse, mais possessive, comme si j'étais sa propriété pour en faire ce qu'il voulait. Non, 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 ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme, en essayant de ne pas faire de scène. Brent, je suis en tenue de travail, mec. Je ne veux pas. Ne sois pas si rabat-joie. La voix de Tracy a coupé mes protestations comme si elle grondait un enfant. Elle n'a même pas levé les yeux de sa conversation, elle a juste agité la main avec dédain dans ma direction.
C'est le jour de Marissa, Everett. Arrête d'être si sacrément dramatique. Dramatique. C'était toujours son mot pour moi quand j'essayais de fixer des limites. Quand j'essayais de dire non à l'idée de s'amuser de sa famille, quand je ne voulais pas être la cible de leurs blagues ou le but de leur jeu. Dramatique. Marissa est intervenue de l'autre côté de la terrasse, sa voix aiguë d'irritation. Sérieusement, Everett, peux-tu simplement suivre le mouvement pour une fois? C'est censé être mon jour spécial. La foule regardait maintenant. Tous attendaient de voir ce qui allait se passer ensuite. Attendant de voir si je serais un bon sportif ou si je gâcherais la fête avec mon drame. La pression était étouffante, mais elle était aussi familière. C'était toujours comme ça dans la famille de Tracy. On jouait à leur jeu où on était le problème. La prise de Brent s'est resserrée sur mon bras. Tu vois, même la reine de la fête veut que tu t'amuses un peu. Allez, petit frère. Petit frère. J'avais 34 ans, mais pour Brent, je serais toujours le petit frère qu'il fallait remettre à sa place. L'étranger à qui il fallait rappeler sa place dans la hiérarchie familiale. Brent, s'il te plaît. J'ai essayé une dernière fois, mais ma voix a été noyée par son rire et les cris d'encouragement de la foule. Quelqu'un a crié, fais-le. Quelqu'un d'autre sortait déjà son téléphone pour enregistrer ce qui allait se passer. C'est alors que Brent m'a fait tourner violemment, comme si j'étais un jouet, comme si je ne pesais rien. Le monde a basculé sur le côté et j'ai senti mes pieds quitter le sol. Pendant une fraction de seconde, j'étais en l'air, complètement à la merci de l'élan, de la gravité et de l'idée de divertissement de Brent. Je n'étais pas un enfant. J'étais un homme adulte avec des responsabilités, des factures et un mal de dos dû à des années de travail en entrepôt. Mais à ce moment-là, tournoyant dans les airs avec le son des rires remplissant mes oreilles, je me suis senti aussi impuissant qu'un enfant harcelé dans une cour de récréation. Le bord de la piscine était juste derrière moi. Je pouvais le voir se précipiter vers moi alors que je tournais. Je pouvais voir les marches en béton qui descendaient dans l'eau. Du béton dur et impitoyable qui ne se souciait pas des fêtes d'anniversaire, des dynamiques familiales ou du maintien de la paix. C'était censé être juste une blague, n'est-ce pas? Juste Brent étant Brent. Juste une partie de plaisir en famille dont je rirai plus tard. C'est ce que Tracy dirait après. Ce qu'ils diraient tous, juste une partie de plaisir inoffensive qui a un peu dérapé. Mais alors que je sentais les mains de Brent me relâcher, alors que je me sentais tomber en arrière vers ces marches en béton, je savais que ça n'allait pas du tout être drôle. Vous avez déjà eu un de ces moments où tout ralentit, comme si vous regardiez la scène arriver à quelqu'un d'autre? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand Brent m'a lâché. Une seconde, je tourbillonnais dans les airs comme dans une sorte de manège de fête foraine tordue, et la seconde suivante, je me regardais tomber en arrière, comme au ralenti. Mes bras s'agitaient, essayant de s'agripper à quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait que du vide et le bruit des gens qui riaient. Le rire était la pire partie. Pas la chute, ni même la peur de ce qui allait arriver, mais entendre tous ces gens trouver ma terreur hilarante. Comme si ma panique était la chute d'une blague dont je n'étais pas au courant. Je pouvais voir Tracy du coin de l'œil pendant que je tournais. Tenant toujours ce fichu cocktail. Portant toujours cette expression comme si je l'embarrassais juste en existant. Ses lèvres bougeaient, se plaignant probablement à quiconque voulait bien l'écouter de la façon dont je devais toujours tout ramener à moi. Tracy classique. Même quand je tombais littéralement dans les airs, elle en faisait une affaire de la façon dont cela l'affectait. Le temps s'était tiré comme du caramel alors que je trébuchais en plein tour. Mes bottes de travail essayant de trouver une prise sur le béton mouillé, mais ne trouvant qu'une surface glissante et la gravité qui m'entraînait vers le bas. Mon corps était complètement déséquilibré. Les bras s'agitant inutilement alors que je réalisais avec une clarté cristalline où j'allais. Les marches en béton. Jésus-Christ. Les marches en béton. Je les avais remarquées plus tôt, quand j'essayais de rester à l'écart de tout le monde. 3 marches aux arêtes vives menant à la partie peu profonde de la piscine. De la pierre d'aspect coûteux, probablement un marbre italien fantaisiste qui coûtait plus cher que ma camionnette. Belle à regarder, mais dure comme de la pierre, et totalement impitoyable. Mon dos a heurté ces marches avec un son que je n'oublierai jamais. Pas un bruit sourd, pas un plongeon, mais un craquement. Un craquement sec et définitif qui a semblé résonner dans toute la cour comme un coup de feu. Le genre de son qui fait taire tout le monde,
ne serait-ce que pour une seconde. Mais ils n'ont pas cessé de parler. Ils n'ont même pas cessé de rire. La douleur a été immédiate et absolue. Pas comme quand on se cogne le tibia contre une table basse ou qu'on se cogne un orteil. C'était différent. C'était tout mon monde qui se rétrécissait soudainement à un seul point d'agonie qui irradiait du bas de mon dos comme un éclair. J'ai essayé d'inspirer, mais mes poumons semblaient avoir oublié comment fonctionner. J'étais allongé sur ces fichues marches, à moitié dans la piscine, à moitié dehors. Ma chemise de travail trempée et collée à ma peau. L'eau était chaude contre mon dos, mais je ne sentais rien en dessous de ma taille. Rien. Comme si quelqu'un venait d'effacer la moitié inférieure de mon corps. Marche un peu, Everett. La voix de Tracy a transpercé le brouillard de douleur et de choc. Elle me criait dessus, sa voix aiguë d'irritation et d'embarras. Tu nous fais honte. Ne sois pas un tel bébé. Un bébé? Je ne sentais pas mes jambes, je ne pouvais pas respirer correctement, et elle m'appelait un bébé devant tous ses amis et sa famille. J'ai essayé de tourner la tête pour la regarder, pour lui faire comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas, mais elle ne me regardait même pas. Elle regardait ses invités, essayant probablement d'évaluer l'ampleur des dégâts qu'elle devrait réparer. La voix de Marissa s'est jointe de quelque part près du patio. Bien sûr, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de frustration. Bien sûr, il fait ce drame le jour de mon anniversaire. Mon seul jour spécial. Et il doit tout ramener à lui. Mon seul jour spécial. Comme si j'avais prévu ça. Comme si j'avais demandé à Bren de m'attraper et de me jeter sur les marches de sa piscine de luxe juste pour lui voler la vedette. L'absurdité de la situation aurait été drôle si je pouvais sentir quelque chose en dessous de ma taille. J'ai essayé de parler, d'essayer de leur dire que quelque chose n'allait vraiment pas, mais ma voix est sortie à peine comme un murmure. Je ne peux pas bouger mes jambes. Les mots sont restés suspendus dans l'air un instant, mais personne n'a semblé les entendre par-dessus le bruit de leurs propres plaintes et excuses. Brent était quelque part derrière moi, essayant probablement de trouver comment transformer cela en une autre blague. Les autres invités commençaient à retourner à leur conversation. Le spectacle était apparemment terminé. Mais alors, tout a changé. Samantha, une des amies de Marissa, que j'avais à peine remarquée auparavant, est soudainement apparue à côté de moi. Pendant que tout le monde se plaignait et gémissait de leur fête gâchée, elle me regardait, moi. Me regardait vraiment, avec une sorte d'attention concentrée qui m'a fait réaliser qu'elle n'était pas juste une autre princesse de country club. Et, a-t-elle dit, sa voix calme mais urgente alors qu'elle s'agenouillait à côté de moi. Et, tu m'entends? J'ai hoché la tête, ou j'ai essayé. Tout semblait déconnecté, comme si ma tête flottait séparément du reste de moi. J'ai besoin que tu essaies quelque chose pour moi, d'accord? Ses mains se déplaçaient sur mes jambes, vérifiant quelque chose que je ne comprenais pas. Tu sens ça? Elle a appuyé sur mon tibia, puis sur ma cuisse, puis sur ma cheville. Rien. Absolument rien. Tu peux bouger tes orteils pour moi. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé si fort. J'ai regardé mes pieds, voulant qu'ils bougent, concentrant chaque once d'énergie qu'il me restait à simplement faire bouger mes orteils. Mais c'était comme envoyer des signaux à un téléphone qui avait été déconnecté. Le message ne passait pas. Le visage de Samantha est devenu blanc. Pas pâle, pas inquiet, blanc. La couleur a quitté ses joues si vite que c'était comme regarder quelqu'un tirer le bouchon d'une baignoire. Personne ne le touche, a-t-elle dit. Sa voix a soudainement porté une sorte d'autorité qui a fait que tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Personne ne le déplace du tout. Le rire est mort. Finalement, béni soit-il, le rire est mort. Qu'est-ce qu'il a? La voix de Tracy avait changé maintenant, moins irritée et plus inquiète. Comme si elle commençait peut-être à réaliser que ce n'était pas juste moi qui faisais du cinéma. Ça pourrait être la colonne vertébrale, a dit Samantha, sortant déjà son téléphone. Ça pourrait être très, très grave. La colonne vertébrale? Le mot est resté suspendu dans l'air comme une condamnation à mort. Je savais ce que ça voulait dire, même à travers le choc et la douleur. J'avais vu assez de films, entendu assez d'histoires. La colonne vertébrale signifiait des fauteuils roulants. La colonne vertébrale signifiait ne plus jamais marcher. Les marches en béton s'enfonçaient toujours dans mon dos, mais je ne les sentais plus.
Je ne sentais plus l'eau chaude de la piscine qui clapotait sur mes flancs. Je ne sentais plus du tout mes jambes. Juste un poids mort. Juste rien. Le changement dans l'air fut instantané. Un moment, tout le monde traitait ça comme une scène de comédie burlesque. Et le suivant, la voix de Samantha trancha le brouhaha de la fête comme un scalpel dans la peau. Reculez tous, maintenant, elle ne demandait pas, elle ordonnait. Et quelque chose dans son ton fit même taire Brent pour une fois. Je suis sérieuse. Éloignez-vous de lui. Personne ne le touche. Personne ne le déplace. Personne ne fait rien. J'étais toujours allongé sur ces marches en béton, l'impression d'assister à toute cette scène de l'extérieur de mon propre corps. L'eau de la piscine se réchauffait autour de moi. Ou peut-être que c'était moi qui me refroidissais. Difficile à dire quand la moitié de votre corps est pratiquement hors service. Samantha était accroupie à côté de moi, ses mains planant au-dessus de moi, mais sans vraiment me toucher, comme si j'étais une sorte de bombe qui pourrait exploser si elle faisait le mauvais geste. Son visage était maintenant très sérieux, plus de ce sourire de fête polie qu'elle arborait plus tôt. « Quel est votre nom » m'a-t-elle demandé, sa voix stable et professionnelle. « Everett » ai-je réussi à croasser. Ma voix sonnait bizarrement, comme si elle venait de la gorge de quelqu'un d'autre. « D'accord, Everett. Je suis Samantha. Je suis ambulancière et j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Vous allez vous en sortir, mais j'ai besoin que vous restiez très immobile. Pouvez-vous faire ça pour moi? Une ambulancière? Dieu merci. Enfin, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait au lieu de rester là à faire des blagues sur ma douleur. Sentez-vous ça? Elle a de nouveau touché ma jambe, en appuyant fermement sur mon mollet. J'ai regardé sa main, me forçant à sentir quelque chose, n'importe quoi. Mais c'était comme regarder quelqu'un toucher un mannequin. Je pouvais voir ce qui se passait, mais il n'y avait aucune sensation, aucune connexion entre ce que mes yeux voyaient et ce que mon corps aurait dû ressentir. Non, ai-je murmuré. Rien. Elle a hoché la tête d'un air sombre et a sorti son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse composer, Brent a décidé de rouvrir sa grande bouche. « Allez, Sam » a-t-il dit avec ce rire forcé qui signifiait qu'il commençait à être nerveux. C'était juste pour rire, les gars. Il a probablement juste le souffle coupé, vous savez, peut-être qu'il s'est fait un claquage ou quelque chose. Pour rire. Jésus-Christ. Il appelait encore ça pour rire. Samantha ne l'a même pas regardé. Brent, j'ai besoin que tu te taises et que tu recules tout de suite. Et, il n'y a pas besoin de. Il y a tout le besoin. Sa voix était glaciale. Tu viens de jeter un homme adulte en arrière sur des marches en béton. Il ne sent pas ses jambes. Ce n'est pas pour rire. C'est une urgence médicale. Et si tu ne te mets pas à l'écart pour que je puisse l'aider, je vais te faire arrêter pour obstruction aux soins médicaux. Ça l'a fait taire très vite. Le visage de Brent est passé de suffisant à pâle en environ 2 secondes. Bien. Peut-être qu'il commençait maintenant à comprendre que ce n'était pas juste une autre de ces stupides farces. Tracy, d'un autre côté, était toujours en plein déni. Elle s'est approchée en titubant. Ce cocktail toujours serré dans sa main parfaitement manucurée comme s'il s'agissait d'une sorte de couverture de sécurité. Samantha, tu ne crois pas que tu es un peu dramatique? Elle utilisait cette voix, celle qu'elle utilisait quand elle essayait de gérer une situation sans vraiment s'en occuper. Everett a toujours été enclin à, vous savez, faire paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Il est probablement juste fatigué du travail. Fatigué du travail? Comme si l'épuisement était ce qui faisait que vos jambes cessaient de fonctionner. Madame, a dit Samantha sans me quitter des yeux, votre mari a subi ce qui semble être un traumatisme médulaire important. Il n'a aucune sensation ni mouvement dans ses membres inférieurs. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas du drame. C'est une blessure potentiellement invalidante qui nécessite une intervention médicale immédiate. Blessure invalidante. Les mots m'ont frappé comme un autre coup de poing dans le ventre. Je savais que c'était grave, mais l'entendre énoncé comme ça par quelqu'un qui savait de quoi il parlait l'a rendu réel d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Samantha composait déjà le 911, tenant le téléphone à son oreille d'une main tout en gardant l'autre positionnée près de moi, prête à arrêter quiconque tenterait de me déplacer. Ici Samantha Rodriguez, ambulancière hors service, a-t-elle dit au téléphone,
sa voix nette et professionnelle. J'ai besoin d'une ambulance au 1247 Oakwood Drive. Homme adulte, âgé d'environ 34 ans. Possible lésion de la moelle épinière suite à un traumatisme contondant dans la région lombaire. Le patient est conscient et alerte mais rapporte une perte totale de sensations et de fonctions motrices dans les deux membres inférieurs. La façon dont elle parlait, si calme, si précise. C'était à la fois rassurant et terrifiant. Rassurant parce qu'enfin quelqu'un prenait cela au sérieux, terrifiant parce que le langage clinique le faisait paraître encore pire que ce que j'avais pensé. Non, n'essayez pas de déplacer le patient, a-t-elle poursuivi au téléphone. Le mécanisme de la blessure a été une chute en arrière sur des marches en béton suite à un mouvement de rotation forcé. Oui, je reste en ligne. Tracy commençait maintenant à faire les 100 pas, ses talons claquant contre le béton mouillé comme un métronome comptant à rebours jusqu'au désastre. C'est ridicule, a-t-elle murmuré assez fort pour que tout le monde l'entende. Il va s'en sortir. Il s'en sort toujours. C'est juste. C'est juste Everett étant Everett. Mais même en le disant, je pouvais entendre le doute s'insinuer dans sa voix. Peut-être qu'elle commençait enfin à réaliser que son mari gisant immobile dans une piscine n'était pas normal, même pour moi. Marissa se tenait à l'écart, les bras croisés, l'air de quelqu'un à qui on venait d'annuler Noël. Je n'arrive pas à croire que ça arrive à ma fête, a-t-elle dit à personne en particulier. C'était censé être parfait. Parfait, n'est-ce pas? Parce que ma paralysie potentielle n'était vraiment qu'un inconvénient pour sa fête d'anniversaire. Les autres invités commençaient à se regrouper en petits groupes, chuchotant entre eux et me jetant des regards. Certains avaient l'air inquiets, d'autres juste mal à l'aise, comme s'ils n'étaient pas sûrs de devoir partir ou rester pour le drame. Combien de temps pour l'ambulance, ai-je demandé à Samantha, surpris de la faiblesse de ma voix. 5 minutes, peut-être moins, a-t-elle dit, couvrant le micro du téléphone. Ils envoient une équipe complète avec du matériel d'immobilisation de la colonne vertébrale. Vous allez vous en sortir, Everett. Nous allons bien nous occuper de vous. 5 minutes. Dans 5 minutes, tout cela deviendrait réel d'une manière qui ne pourrait être niée ni expliquée. Dans 5 minutes, l'ambulance arriverait et tout le monde devrait admettre que ce n'était pas juste moi qui faisais du drame, qui cherchait l'attention ou ce que diable il s'était convaincu que c'était. Je pouvais déjà entendre les sirènes au loin, devenant de plus en plus fortes. Le son de ma vie qui changeait pour toujours, une sirène à la fois. Les sirènes se sont intensifiées jusqu'à ce qu'elles soient juste au-dessus de nous, puis se sont soudainement tues, laissant un étrange silence qui semblait plus lourd que tout le bruit qui l'avait précédé. J'entendais des portières de voitures claquer, des conversations radio, le bruit d'équipements qu'on déplaçait, des voix professionnelles qui tranchaient le calme de la banlieue comme si elles étaient chez elles. Le premier à franchir la porte fut l'officier Riley. Je pouvais voir son badge quand il s'est agenouillé à côté de Samantha. Un grand gaillard, probablement la quarantaine, avec le genre de calme qui vient de celui qui en a trop vu pour être ébranlé par quoi que ce soit. Son uniforme était impeccable, son insigne poli, et il avait ce regard de flic dans les yeux, celui qui ne manque rien et qui juge tout. « Qu'est-ce qu'on a là » a-t-il demandé à Samantha, mais ses yeux balayaient déjà la scène, observant le béton mouillé, la piscine, la foule de gens trop bien habillés qui se tenaient là, l'air mal à l'aise. Un homme, traumatisme médulaire suite à une chute, a dit Samantha, toujours en mode professionnel. Événement dont j'ai été témoin. Pas de sensation ni de mouvement en dessous de la taille. Riley a hoché la tête et a sorti un petit carnet. Et vous êtes? Samantha Rodriguez, ambulancière à Métro Ouest. Je suis hors service, mais j'étais là quand c'est arrivé. L'équipe de l'ambulance est entrée par la porte ensuite. 2 femmes en uniforme bleu marine assorties, se déplaçant avec cette efficacité rodée que les secouristes acquièrent après des années à gérer les pires jours des autres. La plus âgée, une femme noire aux cheveux striés d'argent et aux yeux bienveillants, s'est agenouillée à côté de moi pendant que sa partenaire commençait à déballer du matériel d'un sac jaune vif. « Bonjour, je suis Cassidy », a-t-elle dit, sa voix chaude mais professionnelle. « Je vais m'occuper de vous aujourd'hui. »« Quel est votre nom, monsieur ?»« Everett », ai-je réussi à dire. Ma bouche était sèche comme du sable et ma voix sonnait comme si elle venait du fond d'un puits. « D'accord, Everett, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» C'était le moment. Le moment de vérité. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi. Tracy, Brent, Marissa,
tous les invités de la fête qui riaient il y a quelques minutes à peine. Ils attendaient tous de voir quelle histoire j'allais raconter. Espérant probablement que je la minimiserais, que je la ferais passer pour un accident, que je maintiendrais la paix comme je le faisais toujours. Mais allongé sur ces marches en béton, incapable de sentir la moitié de mon corps, quelque chose avait changé en moi. C'était peut-être la douleur, peut-être la peur, ou peut-être simplement le fait d'avoir enfin quelqu'un, plusieurs personnes, qui m'écoutaient vraiment au lieu de me dire de marcher. Brent m'a soulevé et m'a jeté, ai-je dit, les mots sortant plus clairs et plus forts que ce que j'attendais. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas le faire. Il m'a attrapé quand même, m'a fait tourner et m'a jeté en arrière sur ses marches. Je ne peux pas bouger mes jambes. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre la mâchoire de Tracy tomber, je pouvais sentir la panique de Brent irradier sur la terrasse comme la chaleur d'un feu. Ce n'était pas l'histoire qu'il voulait que je raconte. Ce n'était pas moi qui jouais le bon sportif à propos de leur amusement familial. Cassidy a hoché la tête calmement et a regardé l'officier Riley. « Vous enregistrez ça ?» Chaque mot, a-t-il dit, griffonnant dans son carnet. Puis il a levé les yeux vers la foule. « Je vais devoir parler à tous ceux qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Personne ne part avant que j'ai obtenu des déclarations de vous tous. » C'est alors que Tracy a décidé de passer à l'action. Elle s'est approchée en faisant claquer ses talons ridicules, tenant toujours ce fichu cocktail comme s'il s'agissait d'une sorte d'accessoire. « Officier, je pense qu'il y a eu un malentendu », a-t-elle dit de cette voix qu'elle utilisait quand elle essayait de se sortir d'un mauvais pas avec charme. « Mon mari est juste. Il a fait beaucoup de doubles quarts ces derniers temps. Il est épuisé. Parfois, quand il est fatigué, il est un peu confus, vous savez. » Confus. Elle essayait en fait de dire à un flic que j'étais confus à propos de ce qui venait de m'arriver à mon propre corps. Cassidy n'a même pas regardé Tracy. Elle était occupée à vérifier mes pupilles avec une petite lampe de poche, à tester mes réflexes, à faire toutes ces choses médicales qui me dépassaient complètement. « Pouvez-vous bouger vos orteils pour moi, Everett ?» J'ai essayé. Jésus, j'ai essayé si fort. J'ai regardé mes pieds, voulant qu'ils bougent, concentrant chaque once d'énergie qu'il me restait, mais c'était comme essayer de faire fonctionner une télécommande avec des piles mortes. Le signal ne passait tout simplement pas. Non, ai-je dit, et le mot est sorti plus petit que je ne l'avais prévu. Je ne les sens pas du tout. Cassidy a échangé un regard avec sa partenaire. Un de ces regards professionnels qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Puis elle a regardé l'officier Riley. Nous devons traiter cela comme une agression potentielle avec des lésions corporelles graves, a-t-elle dit doucement. Mais pas si doucement que je ne pouvais pas l'entendre. Ceci est un traumatisme accidentel. D'après le récit du patient et le mécanisme de la blessure, cela semble être une agression intentionnelle. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Soudain, ce n'était plus seulement un incident familial ou une fête qui avait mal tourné. C'était une scène de crime. Brent a dû l'entendre aussi, car il a commencé à s'éloigner du groupe. « Attendez une sacrée minute », a-t-il dit, sa voix devenant plus aiguë et plus défensive. C'était juste pour s'amuser. Des mecs qui s'amusent, il fait du cinéma comme toujours. « Monsieur, je vais vous demander de rester où vous êtes », a dit l'officier Riley sans lever les yeux de son carnet. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. « Et je vais vous demander d'arrêter de parler jusqu'à ce que je sois prêt à prendre votre déclaration. » C'est des conneries, a marmonné Brent, mais il a cessé de bouger. Cassidy attachait une sorte d'équipement de surveillance à ma poitrine pendant que sa partenaire préparait ce qui ressemblait à une longue planche jaune. « Everett, nous allons vous immobiliser et vous transporter à l'hôpital. Je ne vais pas vous mentir. C'est grave, mais vous êtes entre de bonnes mains maintenant, d'accord ?» Elle communiquait par radio avec la répartition. Sa voix professionnelle et urgente. Unité 47 demande un renfort de police à l'emplacement actuel. Agression présumée avec lésion corporelle. Le patient est un homme de 34 ans avec un traumatisme apparent de la moelle épinière suite à une agression physique présumée. Tout s'est arrêté. Les invités de la fête, les plaintes de Tracy, même le drame de l'anniversaire de Marissa. Tout s'est simplement figé parce que ces mots l'ont rendu officiel. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas pour rire. Ce n'était pas moi qui faisais du cinéma.
C'était une agression, et tout le monde à cette fête chic au bord de la piscine était sur le point de devenir un témoin dans une affaire criminelle. L'officier Riley a levé les yeux de son carnet et a inspecté la foule avec ses yeux perçants de flic. Comme je l'ai dit, personne ne part. C'est maintenant une enquête active. Les gyrophares bleus de sa voiture de patrouille clignotaient toujours, projetant tout dans des ombres alternées et une lumière crue, rendant toute la scène surréaliste, comme quelque chose d'une série policière télévisée au lieu d'une fête d'anniversaire en banlieue. Mais c'était réel. Enfin, terriblement, complètement réel. Le trajet en ambulance a été un tourbillon de sirènes, de conversations radio et de la voix posée de Cassidy qui me parlait à chaque secousse et virage. Il m'avait attaché à cette planche dorsale jaune plus serrée qu'un cadeau de Noël. Ma tête immobilisée entre ces blocs de mousse qui me donnaient l'impression d'être prisonnier d'une sorte de camisole de force médicale. Chaque nid de poule que nous heurtions envoyait une secousse à travers mon corps que je pouvais sentir dans le haut de mon dos, mais nulle part ailleurs. Un rappel constant que quelque chose n'allait vraiment pas, fondamentalement pas, chez moi. L'hôpital général d'East Haven ressemblait exactement à tous les hôpitaux que j'avais vus dans les films, tout en verre et en béton et cette odeur stérile et antiseptique qui vous frappe dès que les portes de l'ambulance s'ouvrent. Mais ce n'était pas un film. C'était ma vie. Et on me faisait rouler à travers ces portes automatiques sur un brancard, fixant les néons qui semblaient s'étirer à l'infini. Les urgences étaient étonnamment calmes pour un samedi soir. Fraîches, efficaces, avec cette urgence feutrée que les hôpitaux maîtrisent si bien. Les infirmières en blouse colorée se déplaçaient comme si elles avaient chorégraphié chaque pas. Et tout le monde semblait savoir exactement ce qu'ils faisaient, sauf moi. J'étais juste une cargaison à ce stade, transféré d'un groupe de professionnels à un autre comme un colis en cours de livraison. On m'a emmené dans une pièce qui sentait le désinfectant et la peur. Les murs étaient de ce beige d'hôpital censé être apaisant mais qui rend tout stérile et froid. Il y avait une horloge au mur qui faisait un tic-tac assez fort pour compter les secondes de ma terreur et une fenêtre qui donnait sur le parking où des gens normaux vivaient leur vie normale. Le docteur Neil Patterson s'est présenté pendant que les infirmières me branchaient à diverses machines qui bipaient et bourdonnaient comme une sorte d'orchestre électronique. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 45 ans, avec des cheveux grisonnants et le genre de contact au chevet du patient calme qui a probablement mis des années à se perfectionner. « Everett, je suis le docteur Patterson », a-t-il dit, en tirant une chaise pour pouvoir s'asseoir à mon niveau. Je comprends que vous avez vécu une véritable épreuve aujourd'hui. Les ambulanciers m'ont mis au courant de ce qui s'est passé, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Pouvez-vous me parler de la chute? Alors, je lui ai raconté à nouveau toute l'histoire. Brent qui m'attrape, me fait tourner, me jette en arrière sur ses marches en béton, le craquement que j'ai entendu quand j'ai heurté, la façon dont mes jambes ont simplement cessé de fonctionner. Le docteur Patterson a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette, hochant la tête aux bons endroits. Nous allons devoir prendre quelques clichés, a-t-il dit quand j'ai eu fini. En commençant par une IRM de votre colonne vertébrale. Je sais que ça a l'air effrayant, mais nous devons voir exactement à quoi nous avons affaire avant de pouvoir prendre des décisions sur le traitement. Effrayant ne suffisait pas à décrire la situation. Je n'avais jamais eu d'IRM auparavant, mais j'en avais entendu parler. Les bruits forts, les espaces confinés, la façon dont ils pouvaient voir à l'intérieur de votre corps et vous dire des choses que vous ne vouliez pas savoir. Mais quel choix avais-je? Je ne sentais pas mes jambes, je ne pouvais rien bouger en dessous de ma taille. J'avais besoin de réponses, même si ces réponses allaient détruire ma vie. L'appareil d'IRM ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction. Cet immense tunnel blanc qui bourdonnait d'une énergie à peine contenue. Ils m'ont glissé à l'intérieur comme si j'étais donné en pâture à une sorte de monstre technologique. Et pendant les 45 minutes suivantes, j'ai écouté des sons qui appartenaient à un chantier de construction, pas à un hôpital. Des coups, des vrombissements, des clics, comme si quelqu'un construisait une maison autour de ma tête. J'ai essayé de ne pas penser à ce qu'il pourrait trouver. J'ai essayé de ne pas imaginer les pires scénarios qui se rejouaient dans ma tête comme un disque rayé. Fauteuil roulant, paralysie, ne plus jamais marcher, ne plus jamais pouvoir travailler, subvenir à mes besoins, n'être rien de plus qu'un fardeau. Quand ils m'ont finalement sorti de cette machine, le docteur Patterson attendait avec un autre médecin. Une femme cette fois, plus âgée, avec des cheveux argentés et le genre d'expression sérieuse qui vous fait tomber l'estomac avant même que quelqu'un ne dise un mot. Everett, voici le docteur Céleste Warren, a dit le docteur Patterson.
C'est notre spécialiste de la colonne vertébrale et elle a examiné vos clichés. Le docteur Warren a tiré une chaise de l'autre côté de mon lit et a ouvert une tablette qui montrait ce qui ressemblait à des coupes transversales de mon dos. Des images en noir et blanc qui ne signifiaient rien pour moi, mais qui lui disaient apparemment tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Everett, a-t-elle dit, sa voix douce mais directe, vous avez une fracture fraîche dans votre colonne lombaire, plus précisément au niveau de la vertèbre L2. C'est ce qui cause vos symptômes actuels. Une fracture ? Je m'étais cassé le dos. Les mots m'ont frappé comme une autre chute, un autre craquement contre le béton. Mais le docteur Warren n'avait pas fini. Cependant, ce n'est pas tout ce que nous avons trouvé. Elle a balayé l'écran de sa tablette pour afficher différentes images, pointant des zones qui semblaient endommagées, même à mon œil non averti. Nous avons également découvert 3 fractures plus anciennes dans votre colonne vertébrale. L4, T9 et T11. Ce sont de vieilles blessures, Everett. Certaines semblent dater de plusieurs mois, voire d'années. La pièce a commencé à tourner. Pas métaphoriquement, littéralement, comme si j'étais de retour sur cette terrasse de piscine, ballottée par Brandt. Mais c'était pire qu'être ballotté. C'était tout mon passé qui était réécrit en images médicales en noir et blanc. De vieilles blessures, ai-je réussi à murmurer. Oui, a dit le docteur Patterson en se penchant en avant. Toutes ces fractures montrent des signes de traumatisme contondant répétés. Elles sont à différents stades de tentative de guérison, ce qui suggère qu'elles se sont produites à différents moments sur une période prolongée. Traumatisme contondant répété. Le langage clinique le rendait si stérile, si objectif. Mais je savais ce que cela signifiait. Toutes ces fois où Brent avait joué avec moi. Toutes ces chutes dans les escaliers que Tracy disait n'être que ma maladresse. Toutes ces fois où j'avais heurté des murs ou des meubles pendant ces jeux et où on m'avait dit que je faisais du cinéma quand je me plaignais de la douleur. Ma colonne vertébrale avait tenu les comptes tout ce temps. Chaque poussée, chaque lancé, chaque accident et qui n'en était pas vraiment un. Tout était là, dans ces images d'IRM, documentées dans l'os et les tissus comme un casier judiciaire médical. Le trampoline, ai-je dit soudain, le souvenir me frappant comme un coup physique. L'été dernier, Brent a dit que nous devrions nous battre sur le trampoline. Je suis tombé, j'ai heurté le cadre. Tracy a dit que j'allais bien. Les escaliers, ai-je continué, d'autres souvenirs affluents. Il y a 3 mois, je suis tombé dans les escaliers chez eux. Brent a dit que j'avais trébuché, mais il était juste derrière moi. Je n'ai pas pu me redresser pendant une semaine. Le docteur Warren et le docteur Patterson ont échangé un regard que je commençais à reconnaître. Le regard qui signifiait qu'ils avaient déjà vu ça, qu'ils savaient exactement ce que ces vieilles fractures représentaient. Everett, a dit le docteur Warren doucement, votre colonne vertébrale nous raconte une histoire, et ce n'est pas une histoire d'accident. Le coup à la porte de ma chambre d'hôpital est venu vers 20h ce soir-là. Juste au moment où les infirmières changeaient de quart et où le couloir prenait cette sensation de calme et de tranquillité que les hôpitaux ont après les heures de visite. Je traitais encore tout ce que les médecins m'avaient dit, essayant de me faire à l'idée que mon propre corps avait documenté des années d'abus sans que je m'en rende compte. Everett, une voix de femme, professionnelle mais pas désagréable. Je suis la détective Annika Ford du département de police métropolitain. Ça vous dérange si j'entre ? La détective Ford n'était pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être que c'était toutes ces séries policières à la télé, mais j'avais imaginé un vieux type grisonnant avec une barbe de 5 heures et une mauvaise attitude. Au lieu de cela, elle avait peut-être 40 ans, avec des cheveux courts naturels et des yeux bruns intelligents qui semblaient tout absorber d'un seul coup. Elle portait un simple blazer noir et se déplaçait avec le genre de confiance tranquille qui vient de savoir exactement ce que l'on fait. L'officier Riley m'a demandé de faire un suivi sur ce qui s'est passé à la fête aujourd'hui, a-t-elle dit, en tirant la chaise visiteur et en s'installant comme si elle avait tout le temps du monde. Comment vous sentez-vous ? Comme si j'avais été heurté par un camion, ai-je dit, ce qui était probablement la chose la plus honnête que j'ai dite de toute la journée. Sauf que le nom du camion était Brent, et apparemment, il me heurte depuis des années. Elle a souri à cela. Pas un sourire heureux, mais le genre de sourire qui disait qu'elle avait entendu des histoires pires et n'était pas choquée par la mienne. Je fais ce travail depuis 15 ans, Everett. J'ai vu beaucoup de choses. Ce que je vois ici ce soir, c'est un schéma, et les schémas racontent des histoires. Elle a sorti une tablette et a ouvert ce qui ressemblait à un fichier vidéo.
Avant d'entrer dans les détails, je veux vous montrer quelque chose. Un des invités à la fête a enregistré ce qui s'est passé. Êtes-vous prêt à le regarder? J'ai hoché la tête, même si une partie de moi ne voulait pas le voir. Ne voulait pas regarder ma propre humiliation et ma douleur rejouée en haute définition. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été qualifiée de dramatique et de chercheuse d'attention pendant des années, avait besoin de voir la preuve. La vidéo était tremblante, manifestement tournée sur le téléphone de quelqu'un, mais elle a tout capturé. J'étais là, debout près de la piscine avec mes vêtements de travail, essayant clairement de rester à l'écart. On pouvait me voir reculer lorsque Brent s'est approché. On pouvait m'entendre dire non. On pouvait voir le moment exact où il m'a attrapé le bras. De toute façon, montrons aux invités un peu d'amusement. La voix de Brent était cristalline sur l'enregistrement, forte et bruyante comme s'il se produisait pour un public. Puis est venue la toupie. Le voir de l'extérieur était en quelque sorte pire que de le vivre. Je pouvais voir à quel point j'avais l'air impuissant, à quel point j'étais complètement à la merci de Brent. La façon dont il m'a jeté n'était pas enjouée. C'était violent, délibéré, comme s'il essayait de me faire du mal et ne se souciait pas de qui le voyait. Le craquement lorsque j'ai heurté ces marches en béton était audible même à travers le petit haut-parleur du téléphone. Sec et final, comme un coup de feu. Et puis est venue la pire partie, les rires. Tant de rires pendant que j'étais allongé là, incapable de bouger. Arrête de faire le bébé. La voix de Tracy a transpercé l'enregistrement, dégoulinant de mépris et d'embarras. On pouvait la voir à l'arrière-plan, levant les yeux au ciel, plus préoccupée par ce que pensaient les autres invités que par son mari gisant immobile dans la piscine. La détective Ford a mis la vidéo en pause. Que voyez-vous lorsque vous regardez cela, Everett? Je vois une agression, ai-je dit, surpris de la fermeté de ma voix. Je vois mon beau-frère m'attaquer pendant que ma femme restait là et laissait faire. C'est exactement ce que je vois aussi. Elle a pris quelques notes sur sa tablette. L'officier Riley m'a dit que vous aviez mentionné que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. Les médecins m'ont montré les résultats de votre IRM. 3 fractures anciennes, toutes compatibles avec le type de traumatisme que nous venons de voir. Alors je lui ai tout raconté. L'incident du trampoline où Brent m'avait fait tomber du bord et où j'avais heurté le cadre en métal assez fort pour me casser une côte, bien que nous ne sachions pas qu'elle était cassée à l'époque parce que Tracy m'avait convaincu que je faisais du cinéma à propos de la douleur. Les escaliers à Thanksgiving où Brent m'avait accidentellement heurté par derrière et m'avait fait dévaler un escalier en béton. La fête à la piscine il y a 2 étés où il m'avait maintenu la tête sous l'eau pour rire jusqu'à ce que je m'évanouisse presque. Chaque fois, il y avait une excuse. Chaque fois, c'était juste Brent étant Brent, juste une partie de plaisir en famille qui avait un peu dérapé. Chaque fois, c'était moi qui étais trop sensible, trop dramatique, trop incapable d'accepter une blague. Et votre femme, a demandé la détective Ford. Quelle a été sa réaction à ces incidents? C'était la partie la plus difficile à raconter, car si Brent était celui qui me blessait physiquement, Tracy était celle qui s'assurait que je ne me défendais jamais, que je ne me plaignais jamais, que je ne me tenais jamais droit. C'est elle qui m'a convaincu que c'était normal, que c'était juste la façon dont sa famille montrait son affection. Elle prenait toujours son parti, ai-je dit, toujours. Si je me plaignais d'avoir été blessé, elle me disait que je l'embarrassais. Si j'essayais d'éviter ses jeux, elle disait que j'étais antisocial. Elle me faisait sentir comme si j'étais le problème pour ne pas vouloir être bousculé par son frère. La détective Ford a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu cette histoire. C'est ce qu'on appelle la complicité, Everett. Et dans certaines juridictions, cela peut être considéré comme une forme de violence en soi. Votre femme avait le devoir de vous protéger et, au lieu de cela, elle a participé à un schéma de violence qui a duré des années. Un schéma de violence. Cette phrase m'a frappé comme une autre révélation, car c'est exactement ce que c'était. Pas une série d'accidents ou de farces qui ont mal tourné, mais une campagne de violence délibérée et soutenue qui avait été normalisée et excusée jusqu'à ce que je ne la reconnaisse même plus comme de la violence. La bonne nouvelle, a poursuivi la détective Ford, c'est que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour monter ce dossier. La preuve vidéo est claire et sans ambiguïté. La preuve médicale montre un schéma documenté de blessures. Nous avons les témoignages des invités à la fête, y compris l'ambulancière qui vous a soigné. Elle a fait une pause et m'a regardé directement. Sur la base des preuves,
nous portons plainte contre Brent pour coups et blessures. Compte tenu de la gravité de vos blessures et du schéma que nous avons découvert, nous envisageons également des accusations d'agression aggravée et potentiellement de violence domestique par procuration. Et Tracy, ai-je demandé. C'est plus compliqué, mais nous montons un dossier pour négligence conjugale et obstruction à la justice. Elle vous a activement empêché de demander de l'aide pour des blessures antérieures et a créé un environnement où la violence pouvait se poursuivre sans contrôle. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la validation. Quelqu'un d'autorité me disait enfin que ce qui m'était arrivé était mal, que je n'étais pas dramatique ou trop sensible, que je méritais mieux que d'être utilisé comme divertissement par la famille de ma femme. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. La détective Ford a fermé sa tablette et s'est levée. Maintenant, nous nous assurons que cela ne vous arrive plus jamais. Et nous nous assurons que Brent assume les conséquences de ce qu'il a fait, pas seulement aujourd'hui, mais depuis des années. Elle m'a tendu sa carte. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, de tout autre incident, appelez-moi. Votre colonne vertébrale a tenu des registres, Everett. Il est maintenant temps que le système judiciaire fasse de même. La nouvelle de l'arrestation de Brent a frappé la famille comme une bombe explosant dans un quartier calme. Je l'ai appris vers minuit lorsque Tracy a fait irruption dans ma chambre d'hôpital. Son visage rouge de fureur et sa voix tremblante du genre de rage que je l'avais vu diriger contre les vendeurs et les serveurs, mais jamais vraiment contre moi. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, a-t-elle sifflé, en gardant la voix assez basse pour que les infirmières ne l'entendent pas, mais assez forte pour que je reçoive toute la force de sa colère. Ils ont arrêté mon frère, Everett. Ils l'ont menotté devant les voisins. Madame Henderson était dehors en train d'arroser ses plantes et a tout vu. Madame Henderson. Bien sûr, c'est ce qui l'inquiétait, ce que les voisins penseraient, comment cela apparaîtrait à son précieux cercle social. Pas que son mari soit allongé dans un lit d'hôpital avec la colonne vertébrale brisée, mais que la réputation de la famille puisse en prendre un coup. Tracy, ai-je commencé, mais elle m'a coupé d'un geste de la main. Non. Ne fais pas ça. C'est exactement le genre de drame auquel je devais m'attendre de ta part. Tu ne pouvais pas simplement laisser tomber, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas simplement accepter que c'était un accident et passer à autre chose comme le ferait une personne normale. Un accident. Même maintenant, même avec moi allongé ici, paralysé de la taille aux pieds, elle appelait encore ça un accident. Comme si les images de l'IRM montrant des années de fractures étaient en quelque sorte mon imagination. Comme si la preuve vidéo était une sorte de canular élaboré que j'avais mis en scène pour attirer l'attention. Les médecins ont trouvé 3 autres fractures dans ma colonne vertébrale, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme et raisonnable. Des anciennes, Tracy, de toutes ces autres fois où ton frère allait jouer avec moi. Il ne s'agit pas d'un seul incident. Il s'agit d'années de violence que tu as aidé à dissimuler. Son rire était sec et amer. Le genre de son qui pourrait couper du verre. De la violence? Oh, c'est la meilleure. Tu appelles maintenant les chamailleries familiales normales de la violence. Jésus-Christ, Everett. Pas étonnant que tu ne puisses pas garder un vrai travail ou te faire de vrais amis. Tu es trop occupé à jouer la victime pour vivre ta vie. Voilà. Le même schéma qui m'avait piégé pendant des années, transformant ma douleur en mon échec, faisant de mes blessures des défauts de caractère, me faisant passer pour le problème pour avoir été blessé au lieu de s'attaquer à la personne qui me blessait. Mais quelque chose était différent maintenant. C'était peut-être les analgésiques. C'était peut-être le fait d'avoir enfin des professionnels de la santé et des forces de l'ordre qui me prenaient au sérieux. Ou peut-être que c'était juste que j'avais touché le fond et que je n'avais nulle part où tomber. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à parler d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Il m'a jeté sur des marches en béton, Tracy, exprès. Et tu es resté là et tu as regardé. Tu m'as dit de marcher alors que je ne sentais pas mes jambes. Quelle sorte de femme fait ça? Le genre de femme qui est mariée à un homme qui ramène tout à lui, a-t-elle rétorqué. Sais-tu ce que cela va faire à ma famille, à ma carrière? Je travaille dans les relations publiques, Everett. Comment crois-tu que ça va paraître quand les gens apprendront que mon mari porte plainte contre mon frère pour s'être amusé lors d'une fête de famille? Sa carrière, sa famille, sa réputation. Pas une seule fois au cours de cette conversation elle n'avait demandé comment j'allais, si j'avais mal, ce que les médecins avaient dit sur mon pronostic. Tout tournait autour d'elle et de la façon dont ma blessure dérangeait sa vie.
C'est alors que l'officier Riley est apparu à la porte, son expression sombre. « Madame Henderson, je dois vous parler. » Tracy s'est tournée vers lui avec ce faux sourire qu'elle utilisait avec les figures d'autorité. Celui qui disait qu'elle était une personne raisonnable qui pourrait sûrement régler tout malentendu. « Officier, je pense qu'il y a eu une certaine confusion sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon mari a tendance à exagérer. Madame, vous faites l'objet d'une enquête pour négligence conjugale et obstruction à la justice, a déclaré Riley, tranchant son offensive de charme comme un couteau dans le beurre. La détective Ford a examiné le dossier et votre comportement, tant aujourd'hui qu'au cours des dernières années, suggère un schéma de complicité de violence et d'empêchement de votre mari de rechercher des soins médicaux appropriés. La couleur a quitté le visage de Tracy si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. C'est ridicule. Je ne ferai jamais. Vous avez dit à un homme blessé à la colonne vertébrale de marcher, a poursuivi Riley. Vous avez qualifié sa douleur de comportement visant à attirer l'attention. Vous l'avez activement découragé de signaler des blessures antérieures. Ce n'est pas du soutien conjugal, madame. C'est de la négligence criminelle. Tracy m'a regardé comme si c'était en quelque sorte de ma faute. Comme si j'avais orchestré tout ça juste pour lui rendre la vie difficile. Everett, dis-lui. Dis-lui que ce n'est pas le cas. Dis-lui que tout ça est un malentendu. Mais je ne pouvais pas, car ce n'était pas un malentendu. C'était exactement ce que ça avait l'air, une femme qui avait passé des années à permettre la violence de son frère contre son mari parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur sa famille. L'explosion est arrivée vers 2 heures du matin. Pas littéralement, bien que ça en ait eu l'air, mais émotionnellement, quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS de la famille élargie de Tracy. Marissa était furieuse que sa fête d'anniversaire ait été gâchée par mon drame. Leurs parents menaçaient de me poursuivre en diffamation. Des cousins, des tantes et des oncles que je connaissais à peine donnaient leur avis sur le fauteur de troubles que j'étais, sur ma jalousie constante envers Brent, sur la façon dont je déchirais la famille avec mes mensonges. Les messages n'arrêtaient pas d'arriver, chacun plus vicieux que le précédent. Ils me dépeignaient comme un menteur manipulateur et avide d'attention qui avait fabriqué des années de sévices juste pour détruire la vie d'un homme innocent. Ils disaient que j'étais faible, pathétique, indigne du nom de famille Henderson. Ils disaient que Tracy méritait mieux qu'un mari qui trahirait sa famille de cette façon. Je me noyais dans leur colère, étouffant sous le poids de leur déni collectif, quand j'ai entendu frapper à ma porte. Doucement, timidement, rien à voir avec l'entrée agressive de Tracy plus tôt. Everett, la voix était familière, mais lointaine, comme si quelqu'un appelait mon nom de l'autre côté d'un lac. C'est Talia, ma sœur. Je n'avais pas vu Talia depuis près de 2 ans. Pas depuis que Tracy m'avait convaincu qu'elle était jalouse de notre mariage et essayait de créer des problèmes entre nous. En y repensant maintenant, je me suis rendu compte que Tracy m'avait systématiquement isolé de quiconque aurait pu remettre en question ce qui m'arrivait. Talia est entrée dans la pièce avec précaution, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Ses cheveux bruns striés de gris, des rides de soucis autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Mais quand elle m'a vu allongé dans ce lit d'hôpital, son visage s'est contracté d'une douleur qui semblait presque physique. « Oh, Everett » a-t-elle murmuré, et soudain elle était à côté de mon lit, prenant ma main dans les siennes. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis venu dès que j'ai pu. Talia, ai-je dit, et à ma grande surprise, ma voix est sortie rauque et brisée. Je suis tellement désolé pour tout, pour être resté à l'écart, pour ne pas avoir appelé, pour... Arrête, a-t-elle dit fermement. Ne t'excuse pas auprès de moi. J'aurais dû essayer plus fort de rester en contact. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Tracy, avec toute cette famille, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Elle a rapproché sa chaise de mon lit et s'est penchée en avant, ses yeux intenses et concentrés. Je veux que tu saches quelque chose, Everett. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour toi. Et je n'ai jamais cru une seule seconde que tu méritais la façon dont il te traitait. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis que j'avais épousé Tracy, quelqu'un de ma famille me disait que j'avais de l'importance, que je valais la peine d'être protégé, que je méritais mieux que ce que j'avais reçu. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai pleuré. La chirurgie a eu lieu 3 jours plus tard.
Le docteur Warren l'a expliqué comme si elle parlait de réparer un moteur de voiture, des tiges, des vis et des procédures de fusion qui stabiliseraient ma colonne vertébrale et, espérons-le, me donneraient la meilleure chance de remarcher. Meilleure chance étant l'expression clé, car personne ne pouvait rien me promettre, sauf de la douleur et un long chemin vers la guérison. Je me suis réveillé de l'anesthésie avec l'impression d'avoir été à nouveau heurté par ce même camion. Sauf que cette fois, il avait fait marche arrière et m'avait écrasé plusieurs fois de plus pour être sûr. L'incision dans mon dos ressemblait à une brûlure au chalumeau. Et les médicaments qu'ils m'ont donnés pour la douleur rendaient tout flou et lointain, comme si je regardais ma vie se dérouler à quelqu'un d'autre. Mais le pire n'était pas la douleur physique. C'était la peur. Chaque jour, je fixais mes jambes sous ces couvertures d'hôpital et je leur ordonnais de bouger, de tressaillir, de me donner un signe que l'opération avait fonctionné. Certains jours, je jurais pouvoir sentir quelque chose, un picotement ou une contraction. Mais les médecins m'ont prévenu que les sensations fantômes étaient courantes et ne signifiaient pas nécessairement quoi que ce soit. C'est alors que le docteur Amelia Rojo est entrée dans ma vie comme un sergent instructeur en blouse. Elle mesurait peut-être 1,50 mètres, mais elle se déplaçait comme si elle pouvait soulever une camionnette, avec des cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval pragmatique et le genre de regard direct qui vous faisait vous redresser même lorsque vous étiez allongé à plat sur le dos. « Everett », a-t-elle dit lors de notre première journée, « je suis votre kinésithérapeute et je vais vous dire quelque chose maintenant qui pourrait vous énerver. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite dans votre vie. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous voudrez baisser les bras et accepter que c'est le mieux que vous puissiez obtenir. Mais je ne vous laisserai pas faire. » Elle avait raison sur la difficulté. Jésus-Christ, elle avait raison. La première semaine, tout ce que nous avons fait, c'est essayer de me faire asseoir sans m'évanouir. Mon équilibre était foutu. Ma force abdominale était inexistante. Et chaque mouvement ressemblait à une torsion de ma colonne vertébrale avec une clé à molette. J'ai vomi 2 fois le premier jour, juste à cause de l'effort pour rester droit. Votre corps se souvient de la douleur, disait le docteur Rojo pendant les séances qui me laissaient en sueur et tremblant. Maintenant, nous devons lui apprendre à se souvenir de la force. Pendant ce temps, le docteur Priya Jain travaillait sur ma tête pendant que le docteur Rojo travaillait sur mon corps. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais pour une conseillère en traumatologie, peut-être 35 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique et une voix qui vous donnait l'impression que vous pouviez tout lui dire. « Vous n'étiez pas faible », m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances. « Vous avez été systématiquement manipulé pour croire que vous méritiez le traitement que vous avez reçu. Ce n'est pas de la faiblesse, Everett. C'est de la violence psychologique. Et c'est tout aussi réel que les blessures physiques. » Elle m'a aidé à mettre des mots sur des choses que je n'avais jamais pu articuler. La façon dont Tracy me faisait douter de ma propre santé mentale en me faisant croire que ma douleur n'était pas réelle. La façon dont les jeux de Brent semblaient toujours s'intensifier lorsque j'essayais de fixer des limites. La façon dont toute la famille se serrait les coudes et me faisait me sentir fou de m'opposer à un comportement que toute personne normale reconnaîtrait comme abusif. La percée est survenue 6 semaines après l'opération. J'étais dans la salle de kinésithérapie, attaché à cet appareil qui était censé m'aider à retrouver l'équilibre, lorsque le docteur Rowe m'a dit d'essayer de me lever. J'essayais de me lever depuis des semaines sans succès, mes jambes pendantes comme un poids mort, peu importe à quel point je me concentrais. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Lorsque j'ai concentré toute mon énergie à pousser sur mes pieds, j'ai senti quelque chose. Pas une sensation normale, pas quelque chose qui s'approchait de ce que je ressentais habituellement, mais quelque chose, une connexion entre mon cerveau et mes jambes qui n'était pas là auparavant. Putain de merde, ai-je murmuré alors que je réussissais à supporter une partie de mon propre poids pendant environ 3 secondes avant de m'effondrer à nouveau dans le harnais de sécurité. Le docteur Horace souriait comme si elle venait de gagner au loto. Avez-vous senti ça? J'ai senti quelque chose, ai-je dit. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti autre chose aussi. De l'espoir. Le palais de justice n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Peut-être que j'avais regardé trop de séries judiciaires, mais j'imaginais quelque chose de grandiose et d'intimidant. Au lieu de cela, c'était juste un bâtiment ordinaire avec des néons et une moquette usée qui sentait le vieux café et l'anxiété. Mais entrer dans cette salle d'audience avec ma canne et ma démarche chancelante, c'était comme entrer dans le moment le plus important de ma vie. L'avocat de Brent était exactement ce que l'on attend de quelqu'un qui défend un gosse de riche accusé d'agression, costume cher,
cheveux gominés et le genre de sourire condescendant qui disait qu'il pensait que tout cela était en dessous de lui. Lors des déclarations liminaires, il a dépeint Brent comme un homme de famille aimant s'amuser dont la farce inoffensive avait été montée en épingle par un beau-frère trop sensible avec un historique de comportement dramatique. Mesdames et messieurs les jurés, a-t-il dit, en faisant un geste vers Brent comme s'il présentait un élève primé, ce n'était rien de plus qu'un jeu de main familial typique qui a malheureusement entraîné un accident. Mon client n'a jamais eu l'intention de causer de tort. Et la tentative de l'accusation de criminaliser un comportement normal entre frères et sœurs est, franchement, ridicule. Un comportement normal entre frères et sœurs. Même dans une salle d'audience, ils essayaient toujours de me faire porter le chapeau pour ne pas avoir su accepter une blague. Mais ensuite, les preuves ont commencé à arriver et leur histoire s'est effondrée comme un château de cartes dans un ouragan. La procureure, une femme vive nommée Sandra Martinez, a méthodiquement exposé l'affaire, pièce par pièce. D'abord, il y a eu la vidéo de la fête, projetée sur un grand écran où tout le monde pouvait voir exactement à quel point la farce de Brent avait été violente. La salle d'audience était silencieuse alors qu'il me regardait être tourné et jeté comme une poupée de chiffon. On pouvait entendre le rire de Brent sur l'enregistrement, on pouvait voir la force délibérée qu'il a utilisée, on pouvait voir le moment exact où mon corps a heurté ses marches en béton. Il n'y avait rien de ludique là-dedans. Puis est venu le docteur Warren avec les images de l'IRM. Elle a affiché ces images en noir et blanc de ma colonne vertébrale sur un écran et a expliqué au jury chaque fracture comme si elle lisait un manuel de médecine. 3 fractures antérieures, toutes compatibles avec un traumatisme contondant. L4, T9, T11. Ces blessures se sont produites sur une période de plusieurs années et montrent un schéma clair d'abus répétés. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'avais peur que ma voix tremble ou que je trébuche sur mes mots. Mais assis dans ce fauteuil de témoin, regardant le jury, quelque chose a fait tilt. Ces gens méritaient d'entendre la vérité. Pas la version familiale édulcorée, pas la culpabilisation de la victime que l'on m'avait servie pendant des années, mais la vérité réelle sur ce qui m'était arrivé. Je leur ai parlé de l'incident du trampoline, des escaliers, des jeux de piscine qui n'étaient pas vraiment des jeux. J'ai expliqué comment chaque blessure avait été minimisée, comment chaque plainte avait été retournée contre moi comme une preuve de ma faiblesse ou de ma nature dramatique. Brent ne m'a pas seulement blessé ce jour-là à la piscine, ai-je dit, ma voix stable et claire. Il me blessait depuis des années, et la famille de ma femme m'avait appris que c'était de ma faute si je n'étais pas assez solide pour le supporter. Le témoignage du docteur Jane a été dévastateur. Elle a expliqué le lien traumatique, la manipulation psychologique et la manipulation psychologique qui maintiennent les victimes de violences piégées dans des cycles de violence. Elle a clairement indiqué que ma réticence à me défendre ou à signaler des incidents antérieurs n'était pas de la faiblesse. C'était une réponse prévisible à une violence psychologique durable. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Quand ils ont lu le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation, le visage de Brent est devenu blanc. Son avocat a immédiatement commencé à parler d'appel, mais la juge n'en a rien fait. M. Henderson, a déclaré la juge Patricia Monroe, en regardant directement Brent, vous avez montré un schéma de violence envers votre beau-frère s'étalant sur plusieurs années. Vos actions étaient délibérées, calculées et ont entraîné des lésions corporelles graves. Ce tribunal vous condamne à 5 ans de prison d'État. Tracy a écopé de 18 mois de probation et d'une thérapie ordonnée par le tribunal pour complicité de violence. Alors qu'ils emmenaient Brent menotté, les derniers mots de la juge Monroe ont résonné dans la salle d'audience, vous vous êtes moqué de sa douleur, avez rejeté sa souffrance et l'avez traité comme moins qu'humain. Mais il a survécu à votre cruauté, et maintenant justice a été rendue. 18 mois plus tard, je suis dans ma propre cuisine, à préparer du café dans mon propre appartement, et je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie maintenant. L'endroit n'est pas grand-chose, 2 pièces dans un quartier décent avec du parquet qui craque quand je marche et des fenêtres qui laissent vraiment entrer la lumière du soleil, mais c'est à moi. Personne ici ne me dit que je fais du cinéma quand j'ai besoin de reposer mon dos. Personne ne minimise ma douleur ni ne fait de blagues sur ma claudication. La claudication est permanente, selon le docteur Warren. Certains jours, elle est à peine perceptible. D'autres jours, j'ai besoin de la canne pour me déplacer sans avoir l'air ivre. Mais je marche, contre toute attente, contre le pronostic initial qui me préparait à une vie en fauteuil roulant. Je marche sur mes 2 pieds. Le travail au centre d'aide pour hommes de métro a commencé comme du bénévolat, quelque chose que le docteur Jane a suggéré pour m'aider à surmonter mon propre traumatisme en aidant d'autres à surmonter le leur.
il s'avère qu'il y a beaucoup de gars qui se sont fait dire que leur douleur n'avait pas d'importance, qui ont été convaincus que parler de la violence les rendait faibles ou dramatiques. Tu m'as appris à faire confiance aux silencieux, m'a dit Samantha la semaine dernière quand elle est passée au centre. Elle travaille maintenant comme infirmière en traumatologie à l'hôpital général d'East Haven, et elle s'efforce d'écouter vraiment les patients qui ne font pas beaucoup de bruit à propos de leur douleur, ceux qui disent qu'ils vont bien alors qu'ils ne vont manifestement pas bien. Tu m'as appris que le silence ne signifie pas que tout va bien. Je reçois encore des emails de Tracy. Elle est maintenant en thérapie, sur ordonnance du tribunal au début, mais elle dit qu'elle la poursuit volontairement. Ces messages ont évolué, passant de la culpabilité furieuse à quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à des excuses, bien que nous n'en soyons pas encore là. Son dernier email m'accusait d'avoir tout gâché en portant plainte, mais il y avait moins de venin qu'auparavant. C'est peut-être un progrès. Je ne réponds plus à ces messages. Le docteur Jane appelle ça des limites de protection, et j'appelle ça la santé mentale. Je n'ai rien gâché. J'ai juste finalement dit la vérité sur ce qui était déjà cassé. Les clichés de l'IRM sont encadrés sur mon mur. Maintenant, je sais que ça a l'air bizarre, mais écoutez-moi. Ces images en noir et blanc de ma colonne vertébrale fracturée ne sont pas seulement des dossiers médicaux. Ce sont des preuves. La preuve que je n'inventais rien, que je n'étais pas dramatique, que je n'étais pas faible de ne pas me défendre. Chaque fissure dans ces vertèbres est la documentation de la survie. Parfois, les gens me demandent si je suis en colère pour les années que j'ai perdues, la douleur que j'ai endurée, la famille qui m'a rejeté plutôt que de reconnaître ce qu'ils m'avaient fait. La réponse honnête est que certains jours, je suis en colère, mais la plupart du temps, je suis juste reconnaissant. Reconnaissant que Samantha ait su ce qu'elle voyait quand je ne pouvais pas bouger mes jambes. Reconnaissant que le docteur Warren ait pu lire l'histoire que racontait ma colonne vertébrale. Reconnaissant que la détective Ford m'ait cru quand j'ai enfin trouvé le courage de parler. On m'a dit de marcher, d'arrêter de faire le bébé, d'arrêter de tout ramener à moi. Maintenant, je marche à mes propres conditions, à mon propre rythme, vers un avenir que je me construis. Chaque pas que je fais est la preuve qu'ils se sont trompés sur moi. Ma colonne vertébrale a peut-être été brisée, mais ma voix est maintenant entière, et cela fait toute la différence.